En 1945, le Vietnam était soumis à une double domination, celle du régime colonial français et de l'armée fasciste japonaise. L'oppression et l'exploitation plongèrent tout le pays dans une catastrophe sans précédent. La famine se propagea partout, emportant la vie de plus de 2 millions de personnes. Les corps des victimes de la faim jonchaient les routes, les trottoirs et les bords des chemins. Dans cette obscurité, un homme se leva, portant l'espoir de sauver tout un peuple. Cet homme était le président Ho Chi Minh. En 1890, dans le village de Kim Lien, dans la province de Nghệ An, naquit un garçon nommé Nguyen Sinh Cung. En grandissant, il ne devint pas immédiatement un dirigeant, et il ne détenait aucun pouvoir. Il n'était qu'un jeune homme frêle et pauvre, portant en lui une seule question: comment ce pays pourrait-il devenir libre? En 1911, il quitta le Vietnam les mains vides, sans armée, sans argent, sans aucun soutien. Pour survivre, il exerça toutes sortes de petits métiers: aide-cuisinier, plongeur, balayeur. Pendant près de 30 ans, il traversa de nombreux pays et fut témoin de l'exploitation des travailleurs, non seulement au Vietnam, mais partout dans le monde. C'est durant cette période qu'il comprit une vérité essentielle. Les pauvres souffrent partout, et les peuples colonisés ne peuvent pas compter sur la compassion de leurs dominateurs. L'un des moments les plus importants survint en 1919, lors de la conférence de Versailles, en France. Tandis que les grandes puissances se réunissaient pour redessiner le monde après la Première Guerre mondiale, un homme frêle, vêtu d'un costume emprunté et coiffé d'un chapeau, se tenait à l'écart de la conférence. Il n'avait pas été invité, mais il croyait malgré tout qu'il devait prendre la parole. Cet homme rédigea une pétition demandant aux grandes puissances de démanteler le système colonial et d'accorder le droit à l'autodétermination au Vietnam. Personne ne répondit, personne n'écouta. Le document fut écarté comme s'il n'avait jamais existé. Ignoré à Versailles, Nguyen Ai Quoc comprit alors une chose: l'indépendance ne se demande pas, elle se conquiert. À partir de là, il s'engagea plus profondément sur la voie révolutionnaire. Il écrivit des articles, prononça des discours, appela à la fin de la domination coloniale. Son nom se fit connaître, mais cela fit aussi de lui une cible prioritaire pour les autorités françaises. Pour survivre, il changea constamment de nom et d'identité, utilisant parfois 6 à 10 pseudonymes différents, allant jusqu'à modifier sa date de naissance pour échapper à la surveillance. En 1931, sa chance sembla tourner. Il fut arrêté à Hong Kong lors d'une campagne de répression politique. En prison, sa santé se dégrada gravement. Des rumeurs se répandirent affirmant que Nguyen Ai Quoc était mort en détention. Mais ce fut précisément cette rumeur qui le sauva. Lorsqu'il fut libéré, il ne réapparut pas immédiatement. Il disparut de la scène publique, vivant dans la clandestinité, attendant le bon moment. C'est l'un des traits fondamentaux de Ho Chi Minh. Il n'était pas impatient. Il savait attendre le moment juste. Ce moment arriva en 1941. Le monde entra dans la Seconde Guerre mondiale. La France fut vaincue par l'Allemagne. Le Japon occupa l'Indochine. Pour la première fois depuis des décennies, le pouvoir français au Vietnam s'affaiblit. Nguyen Ai Quoc, alors âgé de plus de 50 ans, se fit passer pour un journaliste afin de traverser la frontière entre la Chine et le Vietnam et de revenir dans son pays natal sous un nouveau nom, Ho Chi Minh, qui signifie celui qui apporte la lumière. Il ne se rendit pas en ville. Il choisit les montagnes et les forêts de Viet Bac, vivant dans des grottes, souffrant de privation. Mais depuis ce lieu apparemment oublié, il commença à bâtir ses forces. Ho Chi Minh comprenait parfaitement une chose: pour faire la révolution au Vietnam, il fallait les paysans. Il parlait simplement, s'habillait modestement, vivait comme les gens ordinaires. On ne l'appelait pas président, mais Bac Ho ou Uncle Ho. Dans la culture vietnamienne, c'est une appellation familiale. Et c'est précisément cela qui convainquit beaucoup de gens de sa sincérité. Durant cette période, certaines histoires sont peu connues. Des espions et des prisonniers capturés ne furent pas torturés, mais traités avec humanité. Ho Chi Minh parlait avec eux, leur expliquait pourquoi ils se battaient. Certains abandonnèrent leur mission initiale et commencèrent à aider le Viet Minh. En temps de guerre, cela était extrêmement rare. En 1945, les États-Unis envoyèrent l'unité de renseignement OSS au Vietnam pour lutter contre le Japon. Ho Chi Minh coopéra avec eux. Il parlait couramment anglais, fumait des cigarettes américaines, racontait des histoires, plaisantait
De nombreux officiers américains de l'époque déclarèrent que Ho Chi Minh était un homme en qui ils pouvaient avoir confiance. Lorsque le Japon capitula, un vide de pouvoir apparut. Ho Chi Minh n'hésita pas. Le 2 septembre 1945, il proclama l'indépendance du Vietnam à Hanoï. Il cita notamment mot pour mot la déclaration d'indépendance des États-Unis, évoquant le droit à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. C'était un geste politique extrêmement habile, destiné à obtenir un soutien international. Mais le monde changea rapidement. Les États-Unis entrèrent dans la guerre froide et considérèrent le communisme comme une menace. La France revint en Indochine avec le soutien américain. Ho Chi Minh se retrouva de nouveau face à un choix, abandonner ou continuer à se battre. Il choisit de se battre. Lors d'une rencontre avec un responsable français, Ho Chi Minh prononça une phrase restée célèbre « Je peux perdre 10 hommes pour chacun des vôtres, mais à la fin, c'est moi qui gagnerai ». La guerre dura près de 10 ans et s'acheva par la victoire de Dien Bien Phu en 1954. Cette victoire fit de Ho Chi Minh un symbole du nationalisme vietnamien. Même ceux qui ne soutenaient pas le communisme durent reconnaître son rôle. Cependant, lors de la conférence de Genève, le Vietnam fut divisé. Ce fut un choc immense. Ho Chi Minh eut le sentiment d'avoir été trahi, mais il accepta temporairement cette situation, choisissant de construire le Nord en attendant la réunification. Toutes ces décisions ne furent pas couronnées de succès. La réforme agraire au Nord entraîna de graves erreurs, causant l'exécution de dizaines de milliers de personnes. Bien qu'il ait reconnu ses erreurs par la suite, ses blessures laissèrent de profondes divisions. Dans les dernières années de sa vie, alors que la guerre contre les États-Unis s'intensifiait, Ho Chi Minh devint de plus en plus faible. Il ne dirigeait plus directement toutes les affaires, mais son image demeura un symbole spirituel pour des millions de Vietnamiens. Le 2 septembre 1969, Ho Chi Minh mourut. À ce moment-là, la guerre n'était pas encore terminée. Le Nord continuait de subir les bombardements, tandis que le Sud restait plongé dans le feu et la fumée. L'homme qui avait consacré toute sa vie au rêve d'un Vietnam uni s'éteignit, alors que ce rêve restait inachevé. Après sa mort, le Vietnam entra dans la phase la plus violente de la guerre. Les États-Unis intensifièrent leurs opérations militaires. Des bombes tombèrent sur de nombreuses villes, des villages furent détruits et des millions de personnes durent fuir. La vie quotidienne devint extrêmement difficile. Pénurie de nourriture, de médicaments, de vêtements. Pourtant, dans ces conditions, l'image et la pensée de Ho Chi Minh devinrent un soutien moral pour toute la nation. Ses paroles, ses écrits et ses idées furent rappelés partout. Les gens croyaient que « Bac est parti, mais le chemin qu'il a choisi demeure ». L'armée et le peuple du Nord poursuivirent la lutte avec un seul objectif, réunifier le pays. Comme Ho Chi Minh l'avait affirmé des années auparavant, le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un. En 1973, les accords de Paris furent signés, contraignant l'armée américaine à se retirer du Vietnam. Ce fut un tournant majeur, mais la guerre n'était pas encore terminée. Le Sud restait divisé, et le conflit se prolongea encore 2 ans. Au printemps 1975, la dernière campagne fut lancée. L'offensive fut rapide et décisive. Le 30 avril 1975, la guerre prit fin. Le Vietnam fut officiellement réunifié après plus d'1 siècle de division et de domination étrangère. 6 ans après la mort de Ho Chi Minh, l'objectif qu'il avait poursuivi toute sa vie devint enfin réalité. Même s'il ne vécut pas assez longtemps pour voir la réunification, sa pensée continua de guider le pays. Une pensée fondée sur l'indépendance nationale, la persévérance et la primauté de l'intérêt du pays au-dessus de tout. Pour de nombreux Vietnamiens, la victoire de 1975 ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi la continuité de la volonté de Ho Chi Minh. Sa vie s'acheva avant que le rêve ne soit accompli, mais ce rêve fut poursuivi par tout un peuple, jusqu'au jour où le Vietnam devint un pays uni et prospère comme aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons des histoires historiques à la fois absurdes et incroyablement drôles. Des guerres déclenchées entre 2 pays à cause d'un simple cochon, jusqu'à des armées qui se sont battues entre elles en se prenant pour l'ennemi, causant des milliers de victimes. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé dès que la vidéo sera disponible. Merci sincèrement à tous de nous avoir suivis.